Bonjour à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle carrière, entrepreneuriat et IT. Lors du dernier épisode, j'avais la chance d'être l'invité de Dorian. Cette semaine, c'est lui qui passe sur le grill et qui sera mon invité. Alors, pourquoi on a fait ça ? C'est simple, on avait juste envie que vous appreniez à nous connaître avant de vous présenter les différents invités d'Orange Grenadine. Dorian, bonjour. Bonjour Fabien. Tu es le fondateur de Cloudwise et le créateur, ou co-créateur, de Unused Cloud. Peux-tu nous parler de ces sociétés, s'il te plaît, et de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de créer 2 sociétés. La première, effectivement, c'est Cloudwise, comme tu disais, qui est une entreprise essentiellement basée sur la fourniture de conseils, donc du consulting sur la partie cloud AWS, dans un premier temps, du fait de mon expertise, sur laquelle je pense on aura la chance de revenir un petit peu plus tard. Et effectivement, la deuxième entreprise, qui est Unused Cloud, qui est un SaaS orienté B2B et qui permet à nos clients d'identifier des potentiels points de gaspillage sur leur infrastructure cloud pour les aider à optimiser leur infrastructure, avec un focus très particulier aussi sur AWS. Pour le moment, on tend à aller sur du multi-cloud, mais l'idée principale de News, c'est d'aider les clients à économiser de l'argent sur leur infrastructure cloud. Ok, un peu de FinOps, je crois, du coup. Un peu de FinOps, effectivement. Okay, on va y revenir tout à l'heure. Tout à fait. Tu nous expliqueras un peu plus en profondeur ce qu'est le FinOps, mais c'est noté. Tu peux me raconter ton parcours, en fait, s'il te plaît, parce qu'en fait, je pense que tu n'as pas été entrepreneur d'entrée. Et l'idée, c'est de savoir d'où tu viens pour expliquer à nos auditeurs ton parcours, les problèmes que tu as rencontrés, etc. Du coup, peux-tu nous dire ton parcours, s'il te plaît ? Oui, clairement. Alors, j'ai pas été entrepreneur d'entrée, effectivement, mais j'étais entrepreneur très tôt. J'ai lancé mon auto-entreprise en réalité à 16 ans. J'ai commencé par la création d'applications iOS à l'époque. Ah, c'est jeune. Je créais des applications au lycée. Ouais, parce que du coup, j'étais on va dire, le geek au fin fond de sa campagne qui avait juste une connexion Internet et un ordinateur. C'est toi le fameux geek ? Et c'est exactement d'où la question dans l'épisode 1. Okay, exactement. Ok, je reviens. Et du coup, je suis parti de là, j'ai créé mon auto-entreprise. Mes parents m'ont fait confiance, j'ai eu cette chance-là. Ils m'ont fait confiance très tôt de me laisser quelque part créer cette auto-entreprise et créer des applications. Et j'avais commencé à créer quelques petites idées que j'avais en tête, notamment par exemple une application qui s'appelait Aled, qui rassemblait tout un annuaire des numéros de secours européens. Et qui permettait aussi d'avoir de la détection de chute. En fait, je voulais utiliser l'accéléromètre du téléphone pour justement détecter des potentielles chutes et appeler le numéro de secours du pays dans lequel tu te situais. Mais en fait, donc j'avais lancé cette application-là. Apple, il t'a volé l'idée, en fait. Je dirais pas qu'il m'a volé l'idée. Ils l'ont améliorée, ils l'ont perfectionnée et je pense que l'idée, tout le monde peut l'avoir. Et effectivement, la première application que j'ai sortie qui permettait de faire ça, qui s'appelait Aled, c'était en 2015, je crois, si je dis pas de bêtises. Okay. J'ai lancé après toute une série d'applications, une vingtaine d'applications qui étaient dispo sur le store d'Apple. Alors, il y en a certaines qui étaient gratuites, d'autres qui étaient payantes, mais ça me permettait déjà de gagner un petit peu d'argent alors que j'étais qu'au lycée. Okay. Et ça m'a permis surtout de mettre le pied à l'étrier sur l'aspect code, donc de commencer à faire c'était l'objectif C à l'époque, après ça dérivait sur du Swift, mais de coder mes premières applications et justement de faire mes premiers pas dans l'informatique. Donc en fait, depuis très tôt, j'ai fait de l'informatique. Donc une orientation professionnelle et dans l'entrepreneuriat dès 16 ans. Par hasard. C'était naturel pour toi ? Mais complètement par hasard. Naturel, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, c'était pas choisi, forcément. En fait, la première fois que j'ai eu entre les mains mon premier iPhone, je trouvais ça juste dingue, en fait. Tu prenais ce petit appareil, tu le tournais et tu as l'image qui tournait toute seule. Et je trouvais ça juste dingue et j'ai voulu comprendre comment ça marchait derrière. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à voir un peu la technique, les accéléromètres, voir un peu comment ça fonctionnait. Et ça m'a amené vers le codage d'applications. D'accord. Et ça m'a amené après à regarder un petit peu plus les conférences d'annonces de produits, ce genre de choses. Et donc vers l'entrepreneuriat où tu découvres des portraits comme, alors c'est idéaliste, mais des portraits comme Steve Jobs, Bill Gates, tu découvres leur parcours et tu te dis, ils ont démarré super tôt, pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas essayer de faire quelque chose d'un peu similaire, à moindre niveau bien sûr. Du coup, si tu as codé à partir de 16 ans, ça a été naturel pour toi ce parcours vers l'entrepreneuriat ? Naturel, je dirais pas naturel, je dirais que c'est vraiment le hasard pour le coup. J'ai découvert l'entrepreneuriat en découvrant l'informatique. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la programmation. La programmation m'a amené justement sur la programmation d'applications. Et au final, je me suis dit, quitte à coder des applications, pourquoi pas les vendre sur le store d'Apple directement. Et donc, c'est là que je suis rentré dans des problématiques de création de statuts, de vente de produits, de services directement sur le store. De problématiques justement de diffusion. C'est là que je me suis aperçu que mes applications elles étaient téléchargées à l'international. Donc je me suis dit, il y a peut-être un peu de business à faire aussi.
Donc la plupart de mes applications étaient gratuites, mais je mettais de la pub à l'intérieur. Donc ça a amené une réflexion autour de l'aspect business plan et business model que je pouvais mettre en place assez tôt. Et je me suis toujours dit, c'est ça que je veux faire en fait. C'est vraiment construire autour de ça. Parce que je trouvais que l'informatique et le code, c'était une matière un peu malléable avec laquelle on pouvait jouer, on pouvait matérialiser des idées concrètes. Tu vois, moi, je suis assez nul en bricolage, je suis pas du tout manuel, mais par contre, avec le code, je me suis aperçu que je savais me débrouiller. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça ? T'es un bricoleur de l'IT, finalement. Un bricoleur de l'IT, un artisan de l'IT, je sais pas comment on peut le définir, mais c'est un peu ça. Intéressant, hyper intéressant. Mais du coup, t'as jamais été salarié ou comment ça se passe ? Si, j'ai quand même été salarié. Donc effectivement 16 ans, donc j'ai fait mes premières applications, ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent. Ça m'a permis aussi de me faire connaître dans ma localité, à Rodez, d'avoir quelques articles dans la presse, ce genre de choses, donc c'était assez cool. T'as gagné des concours ? Non, mais j'ai fait des pitchs de start-up, j'ai fait pas mal de choses quand j'étais étudiant. Parce que très tôt, j'ai voulu créer ma start-up, j'ai eu plein d'idées en tête, j'ai voulu le concrétiser. Ça ne me suffisait pas juste de faire mes études, je voulais à côté matérialiser des choses que j'avais en tête. Et la matérialisation, c'était par le code, c'était par la création d'entreprise. Donc j'ai essayé assez tôt de rentrer dans des incubateurs, de lancer des idées qui n'ont pas forcément marché. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup d'échecs. Le droit à l'échec de l'entrepreneur. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment, comme je te disais, tu vois, sur la création d'applications. Très tôt, comment on pouvait créer un statut, comment on générait un chiffre d'affaires, comment on déclarait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aller chercher des revenus, est-ce qu'on met des applications qui vont être plutôt payantes, est-ce qu'on va aller chercher de la pub dans des applications. Donc, comment on fait pour retenir au plus l'utilisateur sur l'application pour que ça nous rapporte un peu plus. Comment on essaie d'innover aussi sur des use cases. Tu vois, par exemple, une des applications que j'avais sorties, c'était Locate My Car. Donc, c'était l'idée de tu as une application, tu es dans ta voiture, tu visites, je sais pas, une ville que tu connais pas, tu te gares à un endroit, tu prends ton téléphone, tu pointes ta localisation et ça te permettait de retracer l'itinéraire jusqu'à ta voiture. Un truc tout bête. Mais déjà repris X fois par mais qui a été repris aujourd'hui, mais c'est quand même aujourd'hui intégré quand tu coupes ton contact dans Bluetooth. C'est beaucoup mieux intégré aujourd'hui. Mais c'était des petites idées que j'avais en tête et que j'avais lancées à l'époque. Et finalement, tu es un précurseur. Je dirais pas que je suis un précurseur. Non, je dirais juste que j'ai des idées et que je teste mes idées et que je vois si ça marche. Et j'aime bien tester des trucs. Beaucoup de trucs qui marchent pas d'ailleurs. T'as une petite anecdote sur ton parcours professionnel ou pas à nous raconter là comme ça? Cash. Une des anecdotes les plus marquantes, c'est quand j'ai travaillé chez AWS. En fait, j'ai intégré AWS par le biais d'un graduate programme. Donc, c'était directement après mes études. Donc, c'est assez rare d'intégrer un poste de solution architect juste après les études. Et j'ai pu le faire grâce notamment au graduate programme. Donc, je suis parti 6 mois à Madrid où je me suis formé à être un architecte, à comment devenir un bon architecte auprès d'autres solution architectes qui étaient déjà chez AWS. D'accord. Je me suis formé sur les technos AWS. Et par l'intermédiaire de ce programme, en fait, pour valider ce cursus, il fallait créer ce qu'on appelait un capstone project, donc un projet de fin de programme qui matérialisait en fait toutes les compétences qu'on avait apprises pendant le programme et pendant les 6 mois. Et en fait, pour ce capstone, on était parti sur une idée très simple, c'est de se dire, Amazon a des locaux dans le monde entier. Ils ont des salariés qui voyagent dans le monde entier. Et quand tu voyages à Seattle, par exemple, côté français, tu travailles chez AWS, tu connais pas forcément les locaux. Tu sais pas où est la cuisine, tu sais pas où est le rooftop pour aller prendre des verres, tu sais pas où sont les réunions. En plus, un énorme campus. Mais c'est un headquarter énorme. Ouais. Tu sais pas où sont les salles de réunion, tu sais pas comment les réserver. Bref, tu es un peu perdu. Donc on s'est dit, on va essayer de créer un système de géolocalisation indoor pour les locaux d'Amazon, pour que ça puisse permettre aux salariés de se retrouver facilement et de booker des salles de réunion, des flex rooms, ce genre de choses. Tout ça via une appli. Ça va être géolocalisé par rapport aux étages ? Exactement. Énorme. On l'avait fait fonctionner sur un seul étage dans les locaux de Madrid, avec ce qu'on appelle des petites balises connectées qui s'appellent des iBeacon, qui étaient d'ailleurs brevetées par Apple. Et c'est des petits tags en fait, que tu positionnais dans les locaux et qui permettaient par triangulation de localiser le téléphone, utiliser le Bluetooth et le Wi-Fi, et ça permettait à l'utilisateur de se repérer dans un espace. Et donc en fait, on est parti sur ce genre de technologie, on a mixé ça avec ce qu'on connaissait et ce qu'on savait faire sur AWS, et on a sorti une appli de géolocalisation indoor qui permettait aux salariés de se retrouver facilement, de découvrir leur bureau au final, et de pouvoir se repérer facilement dans les locaux. Et sous forme de réseau social où tu pouvais voir justement dans ton équipe quels sont les membres qui venaient au bureau, qui ne venaient pas, où étaient chaque membre de l'équipe pour que tu puisses aller travailler avec eux, les rejoindre. Donc il y avait un aspect un peu social derrière. C'était en quelle année ça ? 2020, à cheval entre 2019 et 2020.
Du coup, tu es un peu sur la période Covid. Exactement. C'est là justement Donc où je voulais forcément en venir. l'intérêt de cette solution. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, quand on a présenté cette idée, elle était filmée. Tout a été filmé, la présentation. Et ça a atterri sur un site interne, un peu comme un YouTube interne chez Amazon, et qui a été vu par un des managers qui gère tous les offices en fait, de Amazon. Et du coup, quand on est revenu en France après Madrid, donc juste au moment du Covid, ce mec-là a pris contact avec nous et il nous a contacté pour nous dire votre appli, elle est vraiment pas mal, je pense qu'il y a du potentiel. On pourrait peut-être l'adapter pour faciliter le retour au travail des employés. On s'est dit, pourquoi pas, on veut bien discuter, pourquoi pas, mais bon, nous, on est solution architect, on n'est pas là pour créer un produit. Et en fait, de fil en aiguille, avec le soutien des managers aussi chez AWS, on nous a donné du temps à consacrer pour créer cette application-là, qui a été du coup une application qui est aujourd'hui utilisée en production chez AWS. Chez AWS. Dans les chez locaux Amazon, d'AWS. chez Amazon, dans les locaux d'Amazon, ouais, qui permet de se retrouver facilement. Et l'anecdote un peu folle, c'est qu'en fait, quand il y avait ce retour au travail qui devait être facilité, ça a touché jusqu'au plus haut niveau en fait d'AWS et même d'Amazon. Et en fait, on a écrit toute une narrative. En fait, chez Amazon, quand tu crées une application, un produit ou un service, il faut que tu écrives une narrative. D'accord. Donc, il faut que tu écrives un one-pager où tu décris typiquement comment ton application fonctionne, qu'est-ce qu'elle va faire et quelle est son utilité. Et ce pager, du coup, il a été lu en fait par le CEO de AWS et par la S-Team, parmi lesquels il y avait un membre qui était effectivement Jeff Bezos, qui a lu la narrative on l'avait appelé Amazon Wayfinder à l'époque, et qui aujourd'hui, alors ça s'appelle plus Amazon Wayfinder, mais en tout cas l'application qui a été lancée. Et c'était une aventure un peu incroyable parce que du coup, c'est quelque part de l'intrapreneuriat. Ouais, on avait créé un produit à partir de rien, on pensait même pas créer un produit à la base, un service plutôt. Et on a collaboré avec des équipes, notamment les équipes qui s'occupent de la cartographie des entrepôts, tu sais, pour les petits robots qui se déplacent et qui déplacent les palettes. Ouais. Tout est cartographié. Et du coup, on a travaillé avec eux justement pour traduire les plans des locaux d'Amazon et d'AWS sur un système de cartographie que eux avaient développé et que ce soit intégrable dans une application et un peu à la manière de Google Maps, que tu puisses scroller à l'intérieur et que tu puisses avoir quelque chose de dynamique. Ok. Donc finalement, un parcours chez AWS qui t'amène déjà vers l'entrepreneuriat, puisque ce que tu dis, c'est que tu fais de l'entrepreneuriat à l'intérieur d'AWS finalement. C'est ça. Et du coup, une suite logique vers l'entrepreneuriat pour toi-même derrière ? Pas tout de suite. J'ai toujours eu cette idée en tête, parce que j'ai commencé assez tôt dans l'entrepreneuriat. Mais là, j'étais plus dans la logique. Bon, tu as réussi à rentrer chez AWS. Fais de ton mieux pour être le meilleur et pour donner le meilleur de toi-même et d'être un architecte accompli qui bosse sur des projets avec des clients assez sympas. Avoir un impact auprès des clients, ça c'était vraiment mon goal ultime. Mais toujours effectivement cette idée en tête derrière de créer quelque chose, ouais, clairement. Okay. De toute façon, dans mon optique, très tôt aussi, je me suis toujours dit, c'est soit tu crées ta boîte, soit tu bosses pour un des acteurs majeurs de la tech. Okay. Je me suis jamais donné le choix. Finalement, à l'époque, ça me semblait utopiste. Pourquoi mais je me suis jamais dit que c'était impossible. Je m'interdisais pas ça. Pourquoi utopiste ? Parce que être recruté parmi un acteur de la tech, c'est dur. La concurrence, elle est là. Elle est présente, elle est mondiale. Et créer une boîte, il faut avoir la crédibilité, il faut avoir l'expérience, il faut avoir l'expertise. Et ça, quand tu es jeune, tu l'as pas de suite. On dit souvent l'expérience n'attend pas le nombre d'années. Exactement. Mais aussi, comme disait Andy Jassy, le CEO d'AWS, il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Donc c'est vrai que tu remets en perspective et tu te dis, ouais, il n'y a pas d'algorithme de compression. Donc en fait, il faut vraiment que je développe mon expérience et mon expertise pour aller le plus loin possible. Ou tu apprends en marchant. C'est vrai, c'est une autre option. On va plonger dans ton expérience un petit peu. Les premières étapes de création de ton entreprise, c'était quoi ? Ouais, alors je l'ai créé directement après que je sois parti de chez AWS. Donc ma première entreprise, du coup, c'est Cloudwise Conseil, dans laquelle justement je voulais réutiliser l'expertise que j'avais emmagasinée chez AWS en tant qu'expert cloud AWS pour aider mes clients, mais à mon propre nom. D'accord. Donc j'ai lancé cette entreprise-là. J'ai eu la chance, quand je suis parti d'AWS, d'avoir quasiment de suite un client. Il y a eu une période de 1 à 2 semaines pour avoir mon premier client. Donc j'ai eu une période de vacances, mais qui était vraiment bénéfique du coup. Un petit repos. Pour mettre tout en...
Ouais, mais ça m'a permis surtout de créer la structure, de mettre tout en place, de vraiment partir sereinement sur des bonnes bases avec mon premier client. Tu as rencontré des difficultés pour créer ta structure? Pour le coup, pas vraiment, parce que j'ai été assez accompagné, pour le coup. Je suis directement allé voir un comptable, D'accord. et qui m'a beaucoup aidé voilà, à mettre le pas à l'étrier, et le pied à l'étrier, et à lancer assez directement ma structure. Ouais, clairement. D'accord. Par contre, là où j'ai eu du mal, et des difficultés, c'était à partir d'AWS. C'était de me dire, tu quittes une boîte qui est quand même un des plus gros acteurs de la tech mondiale. Pour lancer ta boîte, c'est quand même un risque. Tu sors de ta zone de confort. Tu sais pas trop où tu vas. Est-ce que tu es sûr? Pourquoi un On m'a risque beaucoup en fait mis, on m'a beaucoup mis le doute aussi. Hein. Faut On pas t'a mis croire. le doute dans ton entourage? Clairement. Mais Que pourquoi ce soit collègue ou entourage proche. Hein. Je suis étonné de ça. Pour moi, c'est une force, justement, que tu sortes d'un gros groupe, une grosse structure qui est Amazon, Mhm. et avec tes compétences et la force que tu as et les propositions que tu peux avoir autour de l'architecture d'AWS, tu vas justement avoir plus de crédibilité parce que tu ne seras plus estampillé AWS finalement, mais tu seras estampillé Dorian, donc tu n'auras pas un discours qui sera forcément pro AWS. Alors, je suis d'accord avec toi. L'image d'AWS, en tout cas l'étiquette AWS, m'a beaucoup aidé pour démarrer. Ça, c'est clair. Ça te donne une crédibilité technique et une image qui, parmi d'autres candidats, fait forcément la différence. Ça, je ne vais pas le cacher. Mais tu as quand même ce petit syndrome de l'imposteur de te dire, je sors de ma zone de confort, je pars quand même d'une boîte où, il ne faut pas se cacher aussi, on est très bien payé, on est très bien loti, pour retrouver quelque chose où tu sais que tu vas avoir des clients, mais tu n'es pas sûr non plus d'assurer jusqu'au bout et d'avoir cette constance, on va dire, sur la durée. D'accord. Donc tu sors vraiment de cette zone de confort. Mais je pense que des fois, il faut se faire violence aussi. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, allez, je ne vais pas rester là. Ça fait 5 ans maintenant. Je pense que j'ai assez appris. J'estimais avoir assez appris pour justement créer ma boîte et donner des conseils. Ce côté montagne russe en fait, de l'entrepreneur te faisait un peu peur. Clairement oui. Clairement oui, parce que là, quelque part, c'était une peur de te dire, tu as réussi un premier challenge, c'est d'être embauché par une boîte comme AWS. J'étais vraiment j'avais du mal à y croire au début. Et là, de te dire, je vais partir maintenant pour monter ma boîte sans forcément avoir de clients là tout de suite, même si je l'ai trouvé au bout de 2 semaines. Mais quand je suis parti, je n'avais pas de clients. Donc, c'est quand même un saut dans l'inconnu. D'accord. Tu as une double casquette du coup, donc architecte cloud plus créateur d'applications. On peut dire ça. Ça a été naturel de faire ce matching pour toi? Pour moi, je pense que quand on est un architecte cloud ou même architecte d'entreprise, il faut avoir une vision un peu holistique de l'IT. Et je pense que passer par la création d'applications, ça a du sens. J'avais déjà créé des applications avant, je savais coder, j'avais déjà été développeur en alternance quand je travaillais chez Air France notamment. Et ça m'avait permis déjà de voir comment était construite une application, comment déployer une application en production, donc d'avoir cette crédibilité technique sur la construction d'applications. Maintenant, après, sur l'aspect infrastructure cloud, c'est tout ce qui va venir soutenir les applications, donc tout ce qui va venir héberger ces applications-là en production. Et en fait, ça m'a permis d'avoir cette vision un peu complète de « Ok, je sais comment coder une appli, je sais comment l'héberger, je sais comment soutenir, je sais comment la rendre scalable, la rendre hautement disponible, la sécuriser, ce genre de choses. » Donc ça m'a permis vraiment d'avoir une vision un peu complète, cette big picture, on va dire, de Une l'IT vraie vision au final. 360 en fait. C'est ça, ça m'a permis vraiment de toucher un peu à tout et de gagner derrière en crédibilité auprès des clients. Parce que je peux parler à un développeur, même si je suis architecte, je peux parler à un développeur, je connais ses problématiques, je peux parler à un DBA, je peux parler à quelqu'un de la sécurité. Ça ne me fait pas peur parce que je sais que j'ai déjà abordé ces thématiques par le passé. Ouais. D'accord. On va rester un peu sur le côté architecture. Il y a une facette de toi qui m'a interpellé. C'est ce côté formateur. D'accord. Il me semble que tu as écrit un livre. Oui. Tu fais également des vidéos. Raconte-nous un peu comment est venue cette idée de création de contenu finalement, parce que même le livre c'est un contenu. Comment est venue cette idée et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, le livre, c'était pas vraiment une idée, c'était plutôt une rencontre pour le coup. C'était lors d'un re:Invent à Las Vegas où j'ai rencontré un des partenaires d'AWS qui est mon éditeur du coup, Pact, avec qui j'ai beaucoup discuté et qui me disait qu'il cherchait justement des profils experts AWS pour préparer des guides de préparation à la certification AWS. Alors, il y a plusieurs certifications. Moi, c'était sur la certification Associate Developer, vu que j'avais aussi un background de développeur avant.
Donc ça faisait sens. Et après cette discussion, du coup, on est resté en contact et il m'a proposé justement de pouvoir écrire un livre avec lui. Donc on a travaillé ensemble, on a collaboré pendant 1 an et demi pour écrire ce livre, qui est un ouvrage justement qui permet à n'importe quel développeur d'appréhender au mieux le cloud, de savoir comment on peut prendre une application, la containeriser, la passer sur le cloud, comment on va gérer l'observabilité, comment on va gérer la sécurité, comment on va la rendre scalable, comment on va la rendre hautement disponible, comment je peux prendre mon application et la déployer dans différentes régions parce que je veux toucher des utilisateurs worldwide. Toutes ces problématiques-là, c'est ce qu'on aborde dans le livre et c'est ce qui permet aux développeurs de pouvoir avancer et de pouvoir préparer les certifications aussi. D'accord. Du coup, tu amènes à travers ce livre-là sur les différents piliers de l'architecture d'AWS. Tout à fait. Je vais revenir sur un des piliers, du coup, et c'est un peu le fondement de ton application aussi, qui est le FinOps. On en parle ? Oui, tout à fait. Alors vas-y, explique-nous le FinOps. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le FinOps ? Qu'est-ce que c'est le FinOps ? Donc la FinOps, c'est tout ce qui a trait aux dépenses qu'il va y avoir dans le cloud. Donc toute la finance autour du cloud, tout ce qui va toucher au coût. C'est un réel sujet en ce moment, hein, de toute façon. C'est un sujet de tout le monde. C'est un sujet de tout le monde. Et en fait, 2025 du cloud, il me semble. Ouais, 2025, oui. je sens la lecture du dernier post. Un petit peu. Mais oui, non, c'est un sujet qui touche tous les clients avec qui je travaille, même actuellement. Et c'est ce qui nous a donné d'ailleurs envie de lancer l'application avec Victor. Victor avait déjà commencé à écrire les prémices de l'application. On a continué ça par la suite, mais en fait, on s'est aperçu que la plupart des clients utilisaient du cloud, oui, mais ne l'utilisaient pas forcément de la bonne manière parce que ce n'était pas forcément leur métier non plus de faire du cloud. Et du coup, tout ce qui était autour de la finance dans le cloud, autour des dépenses, était, pour certains, en tout cas, clients, n'étaient pas forcément sensibilisés à ça et étaient mal maîtrisés. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un outil qui permettrait de se plugger à l'infrastructure du client, d'aller faire un scan et de faire un rapport, alors qu'on peut planifier selon nos désirs tous les mois, etc., et qui permettrait de faire un rapport de toutes les dépenses inutiles qui sont faites dans l'infrastructure et de pointer du doigt un petit peu tous les gaspillages. Donc c'est ça Unused. Unused, ça permet de faire ça. Ok. Et mais du coup, c'est quelque chose qui marche, ça décolle ou C'est quelque chose ça fait 1 an maintenant qu'on travaille dessus. D'accord. On a une base installée à peu près de 530 clients, pas tous payants. Beaucoup d'utilisateurs gratuits parce qu'on a d'abord lancé l'application gratuite histoire d'avoir des feedbacks et de nous permettre de grandir et de faire évoluer la plateforme. Maintenant, depuis quelques semaines, on est listé sur la marketplace d'AWS. Bravo. Merci. Donc, on est catégorisé comme partenaire AWS, ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients qui vont vouloir utiliser Unused vont l'avoir directement dans leur facturation AWS. Donc, ça va être confondu, il n'y aura pas de facturation séparée. Et ça permet une intégration plus approfondie et plus simple au final. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir ce gage de crédibilité, de se dire, on travaille avec AWS sur cette solution, on est listé sur la marketplace, vous avez juste à appuyer sur un bouton et vous pouvez scanner toute votre infra. Et on va, nous, vous dire, pointer du doigt toutes les dépenses qui peuvent être supprimées et vous aider à optimiser vos coûts. Ok. Juste sur ces 2 parcours-là, tu as dû rencontrer des pièges, je pense, comme tout entrepreneur. Est-ce que tu as une anecdote particulière sur les pièges ou est-ce qu'il y a eu des moments clés pour toi, ou sur lequel tu as pu faire un pivot, je sais pas. Ouais. Vas-y, raconte-nous. Sur CloudWise, par exemple, sur la société de conseil, je pense que le moment de pivot, c'est surtout les rencontres que j'ai pu faire. Tu vois, Victor était une rencontre. Il avait déjà cette idée de Unused. On s'est rencontrés, et on a discuté, on a échangé, on a matché assez rapidement. Donc c'est pour ça que du coup, on a continué l'aventure ensemble. Donc ça, c'était vraiment un beau shift, on va dire, dans l'aspect conseil. Parce que le problème, c'est que tu t'aperçois que quand tu es à ton compte, quand tu vends ton temps, au final, tu es vite capé. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans la journée, ça c'est clair. On ne peut pas aller au-delà, c'est physique. Moi, j'aimerais pouvoir arrêter le temps et pouvoir me consacrer à plusieurs projets, mais ce n'est pas possible. Donc l'idée est de se dire, OK, je vends du conseil, je vends du temps, mais à côté, qu'est-ce que je peux faire pour me diversifier ? C'est un gage de sécurité, parce qu'une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle ait plusieurs piliers. Enfin, c'est de la diversification, mais en tout cas, mon sens, c'est qu'il faut être diversifié pour survivre. Et un axe de diversification, c'était lancer un SaaS, Unused. Mais c'était aussi faire de l'apport d'affaires aussi à côté. Donc, je m'apercevais, par exemple, qu'avec CloudWise, j'ai des clients qui me contactaient, 24 heures dans une journée, tu ne peux pas prendre tout le monde. Donc, comment je peux capter ces leads entrants, ces clients entrants, et les convertir
en chiffre d'affaires potentiellement, ou voilà, garder le contact et maintenir une relation avec ce client-là, sans juste dire bah non, j'ai pas le temps, je peux pas m'occuper de vous, désolé, allez voir quelqu'un d'autre. Et donc c'est là où je me suis lancé un peu dans l'apport d'affaires et où je me suis dit bah, pourquoi pas convertir ces leads en apport d'affaires et essayer de placer du monde. Et donc là après tu fais travailler ton réseau, t'essaies de rencontrer des gens, t'essaies de faire du sourcing aussi sur LinkedIn, sur Malte, trouver les bonnes personnes, les mettre en relation. Faire un peu de recrutement aussi parce que tu filtres quand même les personnes que tu vas présenter. Évidemment, faut que ça réponde à ton image. Faut que ça corresponde à ton image. Faut que ça soit valuable pour toi. Et à la fin, ça marche. Et donc c'est aussi, ça faisait partie aussi pour moi des piliers de la diversification. Mais quand j'ai démarré Cloudwise, je pensais pas du tout, tu vois, faire ce genre de choses. C'est au fur et à mesure où tu t'aperçois que tu as des opportunités et que ces opportunités, tu peux t'en servir pour faire diversifier ton activité. C'est vrai. Je te rejoins à 100% sur ce sujet-là, de toute façon. Donc pour toi, un des conseils pour avancer dans tes structures, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de discussions. On va y revenir. Quoi d'autre ? On y revient, tu vois, sur l'aspect réseau, t'en parlais dans le premier épisode, c'est l'aspect crucial. Le réseau t'aide à trouver des missions, t'aide à trouver des personnes à placer. Tu vois, Unused, je ne l'ai pas créé tout seul, je l'ai créé avec quelqu'un qui est extrait aussi de mon réseau. Donc ça apporte énormément de richesse pour toi et pour ton entreprise. Donc ça, c'est indéniable. D'autres conseils, outre le réseau, c'est continuer à apprendre. Tu vois, on est dans l'IT, ça évolue tous les 6 mois. J'allais y venir, c'est qui vit. Mais c'est learn and be curious, tu vois, c'est toujours avoir envie d'apprendre, être curieux, se challenger en permanence. Mais c'est fatigant. Ok, et comment tu fais du coup ? Il faut utiliser différents canaux en fait. Il ne faut pas avoir qu'un seul canal. Il faut à la fois aller sur du LinkedIn et regarder un peu les posts qui sont faits. Aller sur les bonnes newsletters aussi. Des newsletters qui sont ultra enrichissantes et qui te présentent des nouveautés tous les jours. Il faut aller aux events. Le plus de meet-up possible. Le plus de summits, le plus d'events comme Vivatech où tu vas aller rencontrer des personnes, mais tu vas voir aussi des startups qui innovent. Donc tu vas rencontrer des gens qui font de l'innovation, ils vont te parler de tel ou tel outil avec lesquels ils travaillent, sur quoi ils bossent, les dernières technos qu'ils utilisent dans leurs produits. Moi, j'ai eu la chance par exemple d'aller au CES de Las Vegas, de faire des reInvent aussi à Las Vegas organisés par Amazon. Et tu rencontres des personnes qui vont t'apprendre énormément sur les outils, sur la méthodologie aussi à avoir pour le travail. Ce que j'entends, c'est que tu vas utiliser l'IA, ça te parle ? L'IA, oui. Je pense que c'est même obligatoire de l'utiliser, surtout dans le métier. Enfin, que ce soit pour imaginer des posts, que ce soit pour, dans son travail aussi, valider des idées, ne serait-ce que brainstormer. C'est vrai que brainstormer seul, c'est pas forcément facile. Non. Je pense que l'IA t'aide aussi à brainstormer. Alors, tu peux brainstormer sur un tableau blanc et écrire des idées et essayer de faire des schémas heuristiques pour essayer de brainstormer, mais c'est compliqué. Alors qu'avec l'IA, tu as une voix déjà. Donc tu peux activer la voix sans faire de promotion, tu vois. Mais ChatGPT, tu actives la voix, tu discutes avec lui, tu le challenges, il va te re-challenger. Et ça permet d'avoir des discussions hyper intéressantes et de toi te remettre en question, même tout seul, ou des questions que tu n'aurais pas osé poser à quelqu'un. D'accord. Donc c'est hyper enrichissant justement. C'est assez marrant ce que tu dis du coup. Tu te sers de ChatGPT pour te dire qu'est-ce que va devenir Cloudwise d'ici 3 ans, 5 ans et l'évolution de ta société. Je m'en sers effectivement pour les feuilles de route, pour me donner des idées. Et il te répond quoi ? Sur Cloudwise ? Ou sur News ou sur ton futur, je ne sais pas. C'est quoi ta vision pour le futur ? Si je commence par News, déjà, je pense que la vision et la roadmap sur la partie 2025, elle va s'axer autour de l'IA déjà. Aujourd'hui, on a un outil qui est capable d'analyser les dépenses, de pointer du doigt les gaspillages. C'est bien. C'est une première phase. Le step d'après, c'est d'aller sur la vague actuelle des agents IA et avoir un agent IA, un modèle IA qui soit entraîné pour la FinOps à partir des datas qu'on a, et d'avoir un modèle un peu expert sur cette partie FinOps pour conseiller au mieux les clients. Donc on va aller de plus en plus vers ça, utiliser des modèles open source qu'on va fine-tuner à partir des datas qu'on a et à partir des retours d'expérience aussi de nos clients. Donc ça va être vraiment l'étape sur 2025. En plus de la partie data visualisation, on va essayer d'apporter un peu plus de customisation avec des dashboards beaucoup plus taillés sur les besoins des clients pour avoir quelque chose de beaucoup plus custom et beaucoup plus sur mesure pour les clients. Ouais. Ok. Des idées de croissance
En termes de taille, en termes de positionnement, ton secteur d'activité? Sur Unused, si je reviens sur Unused, c'est vraiment l'aspect multi-cloud sur lequel aussi il va y avoir un accès important. Là, aujourd'hui, on n'est que sur AWS. Et on s'aperçoit que nos clients, aujourd'hui, ils ne sont pas que sur AWS. Ils sont sur GCP, ils sont sur Azure, ils sont sur Oracle Cloud, IBM Cloud, d'autres. Donc, le challenge pour Unused, ça va être de s'adapter à ces plateformes-là et d'être compatible avec, d'être agnostique même avec tous ces acteurs. D'accord. Donc ça va être un gros challenge dans les années à venir, en plus de la partie agent IA. Je te propose qu'on passe à l'instant grenadine. Question un peu plus légère, un peu plus chill, un peu plus perso. Allez, avec plaisir. Allez, première question, un super pouvoir. Arrêtez le temps. Pourquoi? Parce que on est entrepreneur, ce qu'on manque, c'est de temps. Et avoir plus de temps, ça serait que bénéfique pour faire encore plus de choses, encore plus de projets. Enfin, moi, je vois, j'ai 1000 idées en tête, mais tu peux pas toutes les réaliser et tu peux pas te démultiplier. Par contre, si tu peux arrêter le temps, ça serait hyper utile. En effet. Tu parlais de Dubaï. Un endroit rêvé pour travailler. Travailler, ça serait la Thaïlande. J'ai eu la chance de passer 5 semaines là-bas. Ouais. Et c'est un pays que j'ai vraiment adoré. Les gens sont top, hyper cool. Et je pense que pour le télétravail, en tant que digital nomade, ça doit être juste incroyable. Une île en particulier? Koh Phi Phi. Koh Phi Phi. Ouais. Ok. Je trouvais ça hyper intimiste, très joli, très petit du coup, forcément. Mais juste excellent, un petit îlot de paradis. D'accord, je suis plutôt Copenhague, mais ok. Aussi. Ça me va. Un peu de musique dans ta vie? Ouais, beaucoup même. Dès que je travaille, c'est musique. Okay. Spotify, je crois que mon Spotify, il fume à force. Beaucoup d'ACDC. Ah ouais? Ouais, j'ai besoin d'un peu de rock'n'roll pour me booster. Et après, beaucoup de dance et beaucoup de remix aussi. Un peu de David Guetta, ce genre de choses. D'accord. Si tu pouvais proposer un titre à nos auditeurs? Back in Black de ACDC. D'accord, super. Une anecdote embarrassante sur ton travail ou sur toi-même peut-être? Pas forcément. Ouais, une anecdote embarrassante, j'en avais une en tête, c'est quand j'étais au CES à Las Vegas, donc au nom d'Amazon, j'avais pour but de pitcher une démo sur le stand d'Amazon. J'étais sur le stand automotive, donc on avait un petit volant de Play, je devais simuler de conduire une voiture et la voiture devait remonter des datas sur AWS et l'idée c'était de démontrer la valeur d'un service IoT avec une carte embarquée sur une voiture entre guillemets qui pouvait rentrer dans un salon. Et en fait, il y a une personne qui est venue sur le stand. J'ai voulu lui pitcher la démo. Je lui ai pitché le service AWS. Je lui ai vraiment tout expliqué. Je lui ai même expliqué ce qu'était AWS parce qu'il avait l'air forcément de pas bien connaître AWS. Et en fait, à la fin de la démo, la personne m'a dit franchement, c'était une démo impressionnante. Mais ce qui est le plus marrant, c'est que ça se voit que tu ne sais pas à qui tu pitches cette démo. Et du coup, tu pitchais à? Et je lui dis ah bon, mais comment ça se fait Et du coup, il m'a montré son LinkedIn. Et en fait, c'était le VP IoT d'AWS, que je ne connaissais pas du coup. Nice. Et c'était hyper embarrassant. Mais il a bien rigolé, il était hyper cool. Donc c'était sympa. Et finalement, c'est peut-être mieux. Je le connaissais pas du tout. Ouais, mais c'est mieux finalement, parce que tu connais pas la personne, tu sais pas. Du coup, c'est moins de stress pour toi. Ouais. Et beaucoup plus fluide, quoi. Pour moi, c'était un client. Point barre. Et peut-être c'est ce qu'il a envie d'être. Je pense. Bravo. Écoute, merci Dorian. Merci à toi. Un échange super, hyper enrichissant. J'ai encore appris des choses. Je te connais quand même un petit peu depuis le temps. J'ai encore appris des choses sur toi aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est génial. Un dernier conseil pour nos auditeurs sur l'entrepreneuriat, sur AWS ou ce que tu veux. Plutôt sur l'entrepreneuriat. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. J'en suis la preuve vivante. On peut lancer des projets à tous âges. C'est pas grave. Même si vous plantez, l'idée, c'est à partir des échecs, d'essayer de construire des succès. Il n'y a pas de succès qui se construit sans échec. Donc allez-y. Cassez-vous la gueule, entre guillemets. C'est pas grave. Vous allez vous relever. En fait, il faut travailler la résilience. Si vous êtes résilient, que vous avez envie et que vous avez une expertise, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. C'est un peu la discussion qu'on a eue juste en avant, avant l'épisode où on se disait finalement, c'est pas grave de tomber, il faut se relever. Mais c'est ça, c'est pas grave de redescendre un petit peu, il suffit de se relever. Tout est dans le mindset, on en parlait dans le premier épisode. C'est que ça. Ok, c'est que ça. Merci Dorian. Merci Fabien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Orange Grenadine. Vous avez eu la chance de rencontrer Dorian,
moi-même la semaine dernière. Vous nous connaissez maintenant un peu mieux. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode avec des nouveaux invités qui, j'espère, vous présenteront un parcours qui vous intéressera. Salut!